Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Laurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Rémi et il va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, la confiance en soi. La confiance en soi au travail est une problématique qui touche beaucoup de personnes, en particulier les jeunes travailleurs qui viennent de sortir des études et qui manquent d'expérience professionnelle. Ce manque de confiance peut avoir des répercussions importantes sur leur intégration dans le monde du travail, leur capacité à s'affirmer, prendre des initiatives et sur leur bien-être en général. En Belgique, 30,8% des personnes souffraient d'un épuisement émotionnel important en 2023. Ces jeunes professionnels peuvent ressentir une forte pression à performer, ce qui alimente souvent des doutes et des insécurités. Des expériences négatives comme des retours peu constructifs ou des relations tendues avec leurs supérieurs peuvent accentuer ce sentiment d'inadéquation. Dans cet épisode, nous aborderons le thème plus que nécessaire de la confiance en soi, non seulement comme une compétence individuelle à développer, mais aussi comme un enjeu collectif qui peut permettre aux entreprises de prendre des initiatives pour créer un environnement de travail favorisant l'épanouissement personnel et professionnel de chaque collaborateur. Bonjour Rémi. Oui. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Pas trop stressé? Un petit peu, vu que c'est la première fois, mais content d'être là. Trop bien. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. C'est ta première fois sur ce plateau d'Effet d'Optique. Tout à fait. Donc je suis trop contente. Avant de commencer, je rappelle aux auditeurs et je te rappelle aussi à toi Rémi que c'est des questions ouvertes, donc qui sont parfois introspectives, en tout cas qui favorisent l'introspection, puisqu'il y a beaucoup de questions qui sont inspirées de la méthode que moi-même j'utilise quand je fais des coachings. Donc si tu ne te sens pas à l'aise avec certaines questions, tu es libre de me le dire, même si ce n'est pas confidentiel, ce n'est pas vraiment un coaching, tu es quand même libre de me dire ok ça va pas, etc. D'accord, entendu. Sens-toi en confiance, tu me connais maintenant. Ça marche. Alors, Rémi, est-ce que tu peux te décrire en un mot? En un mot? Non mais t'inquiète, tu peux prendre le temps de réfléchir. Moi j'adore ce moment, ça c'est hilarant. Oula, okay. Le chat me fait des siennes aussi. Un mot, putain mais c'est trop dur, un mot. Ah, c'est dur. Ok, si je t'en donne 3. Ok. Si les gens te croisent dans la rue, qu'est-ce qu'ils pensent de Rémi? 3 mots alors? Ouais. Empathique. Ok. Émotif. Ouais, c'est vrai. Et bon vivant. Oh ouais. Ouais, oui. Je suis assez d'accord avec les 3. En vrai, j'aime bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Alors, j'ai été dans un lycée international, donc j'ai toujours suivi mes cours en anglais. Donc, j'ai passé le bac dans cette langue. Et ensuite, j'ai été en école de commerce pendant 6 ans et j'ai fait un bachelor et un master en marketing et management. Ok. À la suite de mes études, et j'ai notamment parlé avec toi, qui m'a un petit peu fait découvrir la Belgique, que le marché du travail était assez ouvert. Et comme j'étais en recherche d'une nouvelle expérience de vie, de manière générale, j'ai simplement suivi mon instinct, j'ai candidaté sur Bruxelles et j'ai trouvé un premier emploi en tant que business developer dans un courtier en assurance. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment changé de domaine professionnel, du marketing à tout ce qui est commercial / relations clientèle. Et ensuite, j'ai travaillé en Belgique en tant que call center operator et en tant que customer happiness officer, donc dans une boîte de placement où j'exerçais vraiment la fonction de chargé de clientèle francophone dans le milieu de la fiscalité en Belgique. Ok. Donc si je comprends bien, bon moi je te connais mais voilà, tu me diras ce que t'en penses. Si je comprends bien, du coup t'as commencé ta carrière en tant que business development, donc tout ce qui est plutôt commercial, on va dire, c'est ça? Oui. Et ensuite parce que pour ceux qui connaissent pas business developer, c'est vraiment tu augmentes en fait tu participes au développement de l'entreprise. Tu gères ton portefeuille client, acquisition et fidélisation de nouveaux membres. De nouveaux clients, etc. Ok. Trop bien. Et t'en es où aujourd'hui maintenant professionnellement? Alors aujourd'hui je suis au chômage depuis la fin du mois de novembre. Donc c'est vrai que du coup j'ai malheureusement eu un licenciement au mois de novembre. Donc simplement j'ai décidé de prendre du temps pour moi et de vraiment
profiter de ce chômage, profiter d'avoir du temps libre pour me remettre au sport, moins fumer, prendre du temps de chercher vraiment une offre qui te convient mieux. Qui convient avec mes ambitions actuelles professionnelles. Mais c'est un effort que je fais depuis peu, sachant que j'ai toujours presque pris à la première offre qui m'était proposée en pensant que je méritais pas mieux et en me disant qu'on crache pas dans la soupe, comme j'ai souvent entendu dire, et qu'il fallait saisir toute opportunité professionnelle qui se présente, ce qui est pas forcément la bonne chose à faire. Sans deck, c'est bien que tu t'en aies rendu compte, hein. Ça a pris plusieurs mois, du temps, mais on est sur la bonne voie. Mais donc c'est pour ça que là je passe un petit peu de temps à autre des entretiens. Notamment on en parle beaucoup ensemble. Et le plus important c'est vraiment d'identifier les red flags comme les green flags. Oui. Il y en a beaucoup. Et voir surtout si, effectivement, si je fais l'affaire pour l'entreprise et si l'entreprise fera l'affaire pour moi. Donc, faut voir vraiment ça dans les deux sens et c'est vrai que c'est pas toujours très évident. C'est clair. Et tu cherches dans quoi maintenant ? Alors, comme ça, s'il y en a qui écoutent et qui et qui ont des opportunités, let's go. Alors moi, je voudrais travailler plus dans tout ce qui est conseil clientèle, en fait, qui aille au-delà de la simple gestion des relations. Je suis ouvert avec un volet commercial, donc tout ce qui est prospection, acquisition, conversion, rétention, tout ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu en train de mettre en place des tâches administratives pour trouver une équivalence belge à mes diplômes français pour essayer potentiellement de travailler dans le public, sachant que à présent j'ai toujours travaillé soit dans le privé, soit dans l'associatif, donc rien à voir. Donc du coup t'es en recherche active, mais l'essentiel pour toi aujourd'hui c'est de trouver la bonne opportunité. C'est ça, c'est aussi d'être dans de bonnes conditions mentales et physiques pour travailler, parce que c'est vrai qu'effectivement en plus par exemple quand j'ai toujours travaillé, j'ai toujours mis de côté le physique, le mental en se consacrant uniquement sur le travail, alors que sur le long terme c'est pas forcément viable, et c'est pour ça que maintenant j'essaie vraiment de courir par exemple toutes les semaines, de vraiment aussi passer du temps sans forcément tout le temps faire la fête, et vraiment se reposer et d'essayer de garder une bonne hygiène de vie, ce qui est pas forcément toujours évident. Mais c'est pas évident, surtout quand t'es sans activité, parce que tu peux être tenté de plein de choses et tu peux vite te mettre dans un mood où en fait t'as plus envie de rien faire parce que on va dire l'inactivité appelle l'inactivité. Et même moi quand j'ai été dans des périodes de chômage ou d'inactivité professionnelle, c'est vrai que je te trouve assez courageux parce que moi j'avais pas forcément la force d'aller faire des choses, de prendre le temps vraiment pour moi, de continuer à faire du sport à fond, de savoir ce que je veux vraiment. C'est vrai que ça peut vite être très démoralisant. Par exemple, ce que je fais tous les matins depuis 2-3 mois, c'est tous les matins en fait, la première chose que je fais, c'est de faire le ménage à fond chez moi, du coup, parce que comme je suis pas quelqu'un de matinal, ça me permet de passer mes nerfs sur l'aspirateur. Mais c'est bien. Sur le nettoyage, sur plein de choses. Et même pour le mental, c'est top. C'est ça, c'est comme on dit, quand un appartement est rangé, c'est rangé dans ta tête. Ouais, j'aime bien cette expression. Donc voilà. Trop bien. Donc on y travaille, quoi. Trop bien. Franchement, c'est des bons conseils. Et aussi, dernier aparté avant qu'on commence les questions un peu plus introspectives. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu en es actuellement. Tu m'as tout de suite dit, je suis au chômage pour prendre du temps pour moi. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, les gens ont honte de dire je suis au chômage ou je ne fais rien actuellement parce que je cherche un nouvel emploi. Alors qu'en réalité, parfois, il arrive que cette période d'inactivité soit hyper bénéfique pour trouver quelque chose qui nous correspond vraiment. Évidemment, quand on a le choix, parce que je suis bien d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout le choix et qui doivent absolument avoir un travail qui leur permet de gagner de l'argent très rapidement. Mais c'est vrai que quand on a le choix et quand on peut trouver quelque chose qui nous correspond, avoir ce temps d'inactivité, parfois c'est vraiment une aubaine. Donc je trouve ça cool déjà que tu arrives dans ce podcast en disant « Ok, je suis en inactivité parce que je cherche quelque chose qui me correspond vraiment. » Donc déjà trop cool. Par exemple, souvent quand alors une question que tout le monde adore se poser, c'est savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et souvent tout le monde parle du professionnel, sachant que vivre sa vie c'est pas que travailler. Exactement. C'est un premier point, et c'est surtout quand tu dis du coup que tu es au chômage, souvent, alors ça c'est quand même très difficile, c'est qu'on te dise, alors qu'on te regarde déjà avec peine, surtout qu'on te dise bon courage.
ça peut être aussi, certes, c'est pas une période facile, mais c'est aussi une période qui peut être vue comme plus détente, de se recentrer sur soi-même, de prendre du temps pour soi. Exactement. Donc, c'est vrai que j'aime pas trop ce côté hyper négatif que tout le monde a. Et en plus, être au chômage, je veux dire, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est clair. Ce que je veux dire, c'est que certaines personnes n'ont pas assez travaillé pour toucher le chômage. Oui, enfin, en gros, tu l'as mérité, c'était droit. Le chômage, c'est clairement mérité. Droit, c'est pas n'importe qui peut l'avoir, comme on peut souvent être amené à penser. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, tout le monde pense que les gens au chômage, ils foutent rien. Mais alors non, déjà, il y a différentes catégories de gens au chômage. T'as des gens qui se sont retrouvés au chômage économique. Hein, ça arrivait à toi aussi, c'est arrivé à moi. Je veux dire, t'as pas le choix. Parfois, bah voilà, la boîte a pu te fond à ce moment-là, tu te fais virer, c'est comme ça. Pas parce que t'es manque de volonté. Et puis, comme tu dis, la vie, on n'est pas, nous ne sommes pas en tant qu'individus définis par notre travail. Donc déjà, tu fais quoi dans la vie? Moi aussi, ça m'énerve parce que tu fais quoi dans la vie? Ça peut être plein de choses. Hein. Tu fais quoi? Tu fais pas du sport. Moi, je fais du yoga. Je fais plein de trucs. Je n'ai pas que mon travail dans la vie. Et en plus, t'as ce côté hyper culpabilisant de donc t'es au chômage, tu fais rien. Mais non, justement, t'es au chômage et tu fais plein de trucs en fait. Hein. Justement, c'est du temps pour toi, c'est du temps pour trouver quelque chose que tu aimes. T'en as qui découvrent des passions lorsqu'ils sont au chômage. Enfin, c'est tellement culpabilisant de rendre la chose négative alors qu'en fait, c'est juste un droit, hein, les gars. On a cotisé pour ça, hein, c'est juste un droit, effectivement. Mais il y a un côté effectivement un peu culpabilisant nous-mêmes, mais également j'ai l'impression que les personnes autour de nous font nous culpabiliser. C'est clair. Alors qu'on n'a pas besoin de... Ouais, alors qu'on n'a pas besoin. Et en fait aussi, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le marché a beaucoup évolué. Moi, je regarde à Bruxelles, je connais énormément de personnes qui se sont faites licencier. Alors qu'avant, t'avais un CDI, c'était une sûreté. T'entrais dans un CDI, t'étais content, t'avais ton truc, tu savais que t'allais y rester des années. Alors que maintenant, on est plus sur une optique où tu peux te faire virer au bout d'un an, même si tu as fait ton travail. C'est-à-dire que on parle même pas de fautes graves, etc. Et pour ceux qui écoutent le podcast, qui habitent en Belgique, le comprendront un peu plus. Mais en Belgique, c'est beaucoup plus facile de licencier qu'en France, par exemple. En France, t'as des règles beaucoup plus définies et strictes pour licencier quelqu'un, alors qu'en Belgique, il suffit d'un petit couac dans l'entreprise et que tu ne correspondes plus. Alors moi, je connais des gens qui se sont fait licencier parce qu'elles ne correspondaient plus aux standards de l'entreprise. Donc on parle quand même de personnes qui ont été engagées, donc qui ont eu un processus de recrutement pour rentrer dans l'entreprise, et on leur dit non, en fait vous correspondez plus à la boîte. Attends, la personne faisait très bien son travail, la personne remplissait ses objectifs. Je connais des personnes qui se sont fait licencier, qui travaillaient à 7h du matin et qui finissait à 21h le soir. Donc au bout d'un moment, ce n'est plus une question de faire son travail, pas faire son travail, mais c'est vraiment une question d'insécurité aussi du marché de l'emploi. Effectivement, en Belgique, on en a même discuté déjà ensemble, que l'insécurité de l'emploi en Belgique est plus accentuée qu'en France. Par exemple, en Belgique, il n'y a pas forcément la période d'essai. Ouais. Alors qu'en France, il faut faire quand même la période d'essai et à l'issue de cette période, voir si l'entreprise souhaite continuer ou non avec le salarié. Alors qu'en Belgique, ça n'existe pas. Donc, ils peuvent te virer à tout moment pour la raison qu'ils souhaitent. Et notamment, par exemple, ils peuvent licencier pour manque de compétences. Sachant qu'en France, si je ne me trompe pas, ce n'est pas une raison valable puisque l'entreprise est censée te donner les outils et la formation pour réussir. Pour avoir les compétences, justement, exactement. Mais en Belgique, non. En Belgique, c'est très facile de se faire licencier, c'est un truc de fou. Du jour au lendemain, Du jour au lendemain, tu peux te retrouver licencié. Et comme tu dis, il n'y a pas vraiment de période d'essai. Alors, je sais que maintenant, de plus en plus, ils pratiquent en Belgique les CDD de 3 mois. Pour ensuite conduire à des CDI, mais déjà c'est pas toutes les entreprises qui font ça dépend des secteurs. Genre moi je sais que mon deuxième travail à mi-temps c'est un secteur un peu plus dans le service, donc là forcément ils pratiquent des CDD parce que ça roule, ça tourne beaucoup, etc. Mais effectivement, c'est pas du tout la norme, alors que c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une période où tu apprends à découvrir l'entreprise, que l'entreprise aussi apprend à te connaître, etc. Et surtout comme tu dis, former les gens, quoi. Comme ça, ils se feront peut-être moins licenciés. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat, oui. C'est encore un autre débat. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce podcast sur ce thème-là ? Effectivement, j'ai toujours eu un problème de confiance en moi depuis tout petit. Et je pense que avec le monde du travail, ça s'est amplifié. Et c'est vrai que quand t'as pas confiance en toi et qu'on te demande d'effectuer des missions, d'atteindre des objectifs,
Mais quand tu crois pas en toi et que tu es dans un environnement professionnel qui t'encourage pas ou qui n'est pas bienveillant, c'est un échec presque à coup sûr. C'est vrai que pour pallier un peu à ce manque de confiance, j'essaie aussi de beaucoup faire de sport, donc c'est plus pour avoir une hygiène. C'est une hygiène de vie et surtout pour travailler au niveau de la santé mentale. Souvent quand je fais du sport, j'ai l'impression de prendre un peu plus de recul, de prendre plus de temps pour moi et après finalement d'avoir une vue différente sur ce qui me tracasse. Mais c'est vrai que, même encore à l'heure d'aujourd'hui, alors que j'ai fait un bachelor et un master, je n'ai aucune confiance en mes compétences professionnelles, même parfois linguistiques, alors que j'ai fait beaucoup de langues plus jeune. C'est vrai que certaines expériences professionnelles m'ont traumatisé et du coup, j'arrive plus à me faire confiance et à faire confiance aux entreprises qui m'embauchent. Alors que je pense que des fois, j'avais les ressources nécessaires pour y arriver. Mais comme j'ai jamais eu les codes et que le travail pour moi me l'a toujours présenté depuis tout petit, notamment par mon père, comme le travail étant quelque chose de très important et quelque chose qui n'est pas associé au plaisir, à la mention hédonique. Ouais. Donc moi par exemple quand j'étais plus jeune, donc j'allais à l'école, au lycée, au collège, normal. Et le soir en rentrant, j'avais en plus des cours particuliers pour intensifier le travail. Ah ouais ? Oui. Je savais pas. Voilà. Et du coup, ça a toujours été associé à la pénibilité de travailler. Donc, j'ai un peu du mal à imaginer comment ça puisse être un plaisir. Et je trouve que de toute manière, le monde du travail est un monde hyper individualiste. Et moi qui aime vraiment travailler en groupe, ça se vend d'avoir des teams avec du bon leadership, du management de proximité, alors qu'au final, t'es juste toi devant ton ordi, et ça t'as des gens parce que t'es en open space et que du coup ça fait l'effet d'optique d'une équipe, alors que pas du tout. C'est chacun ses objectifs à atteindre et good luck, quoi. Ah mais attends, c'est intéressant ce que tu dis. Là, tu m'as balancé plein de trucs intéressants. Du coup, j'ai trop de questions en tête. Ok, il y a certains trucs sur lesquels j'aimerais revenir, si ça te dérange pas. Surtout, tu m'as dit que tu avais eu des expériences professionnelles qui étaient traumatisantes. Est-ce que tu peux aujourd'hui les citer, sans citer les noms évidemment, tu fais ce que tu veux, mais est-ce que tu as envie d'en parler aujourd'hui ? Oui, je sais pas que ça va être forcément simple, mais oui, de toute façon on est là pour partager. C'est vrai. donc oui, pas de souci. Alors, je pense que ça va être plus simple effectivement de parler de la dernière expérience professionnelle, parce qu'elle est assez particulière et je voudrais surtout insister sur les débuts, sur l'accueil que j'ai eu, sur la pseudo-intégration que j'ai eue. Il faut savoir que de base j'avais candidaté pour cette offre, donc c'est Customer Happiness Manager. Donc j'étais vraiment chargé des relations avec des investisseurs. Sauf que moi, j'ai jamais été intéressé par la finance, par la fiscalité, mais je voulais simplement intégrer un service client et avoir un poste avec des responsabilités. Et en fait, déjà le jour où je suis arrivé, il y a personne qui m'a dit bonjour. Il y a personne qui s'est présenté à moi. J'ai juste ma manager du coup qui m'a dit bonjour, mais sans me serrer la main, sans je sais pas, une bise. C'est chaud. On m'a présenté à personne, je savais même pas qui étaient mes collègues, on m'avait vraiment trouvé une place, j'ai l'impression, sur un bureau parce qu'avec ça de libre. Et ma manager m'en a absolument pas formé la première semaine parce qu'elle avait autre chose à faire, comme elle le disait, et que du coup je devais en fait rejoindre un poste avec une fille, donc on devait être 2 sur le poste et être à 2 s'occuper de la clientèle francophone. Et il y avait une autre fille qui faisait le même poste que nous, mais avec la clientèle néerlandophone. Et en fait, j'ai appris le premier jour où je suis arrivé, ou peut-être le lendemain, puis en fait la fille qui devait me former ou être à 2 pour ce poste, en fait qu'elle quittait l'entreprise et en fait elle est partie au 4e jour, mon 4e jour de travail. Red flag. Ouais. Elle est partie, elle m'a dit du coup je vais pas pouvoir te former, c'était pas prévu, je m'en vais, machin, donc grand stress. Super. La deuxième semaine de travail, ma manager toujours pas présentée à moi et elle est partie en vacances pendant une semaine. Et la 3e semaine, elle était malade parce qu'elle était tombée malade pendant ses vacances. Donc en fait pendant quasiment le premier mois, j'ai été tout seul. Heureusement que j'avais ma collègue néerlandophone on échangeait en anglais, du coup elle m'expliquait un petit peu, de devoir décrocher au téléphone, de devoir répondre à des chats
chatbots, de devoir répondre à des soixantaines de mails sans avoir aucune formation sur de l'investissement, de la fiscalité ou même parfois sur un aspect un peu juridique, c'est très compliqué. Mais je n'ai pas été intégré, j'ai pas été formé. J'ai vraiment appris sur le tas. Des fois, je quittais le travail à 19h, 18-19h et ensuite je travaillais des fois jusqu'à chez moi jusqu'à 22-23h pour rattraper le retard que j'avais accumulé dans la journée. Ouais, l'angoisse. Et j'en dormais pas la nuit. Ouais, ça je me souviens, ouais. C'est monté crescendo et après... Ça te stressait de fou. Ça me stressait et je me suis dit en fait, comment des gens normaux font pour apprendre sur le tas. Et moi, oui, je peux être autonome, mais j'ai quand même besoin d'un encadrement, de me sentir épaulé. Et en fait, elle me disait, moi, faut pas me poser de questions. Je peux me poser des questions une fois par jour. En mode, on a 30 minutes par jour et tu me poses toutes tes questions. En vrai, je comprends, mais des fois, quand j'ai un client que j'ai au téléphone sur le coup, je vais attendre la réunion qui est dans 4 heures pour pouvoir lui répondre. Oui, mais c'est surtout qu'en plus, t'as pas été vraiment formé. Enfin, t'as été un peu lâché comme ça à l'air libre, alors qu'au final, si t'avais peut-être formé un peu plus, j'aurais eu plus confiance en moi. Surtout qu'au final, cette expérience, elle a duré quand même 6-7 mois. Et en fait, j'ai appris pendant cette expérience, en fait, qu'ils étaient déjà au courant que la personne allait partir et que justement ils cherchaient à la remplacer, alors que moi on m'a pas du tout vendu cela comme ça. Et donc c'est pour ça que il faut vraiment poser vraiment réfléchir à toutes les questions qui sont importantes pour soi et les poser vraiment au jour de l'entretien. Et effectivement, si on sent pas le feeling avec ton futur manager, à ce moment-là il faut pas continuer. Et moi je l'avais déjà senti, mais je me suis pas écouté, je me suis pas fait confiance. Et ma mère m'avait justement dit que j'allais certainement le regretter si j'avais pas un bon pressentiment de pas suivre le pressentiment. D'arrêter là simplement. Et au final, elle avait raison, j'avais raison. Mais ça m'a quand même permis du coup d'avoir plus d'expérience malgré tout et de bénéficier du chômage. Parce que du coup, grâce à ça, j'arrivais pile aux 12 mois d'activité en Belgique. C'est dingue. Déjà, merci pour le partage, vraiment. En quoi ça a impacté la confiance en toi, cette expérience ? Cette expérience a eu effectivement un effet sur ma confiance en moi. Faut savoir que du coup, par rapport à ce travail, tous les mois passés, plus je m'isolais socialement. Pour le coup, j'ai perdu des amis autour de moi du fait j'étais pas assez présent, que j'étais aussi forcément souvent tendu. J'avais complètement du coup arrêté le sport pendant ce travail-là. J'en finissais parfois à sortir à outrance parce que c'était le seul point qui me détendait et qui me faisait surtout penser à autre chose. J'ai pris aussi beaucoup de poids j'ai pris à peu près 8-9 kilos pendant cette expérience professionnelle, par le manque d'activité, par les petits verres pendant la semaine, par-ci par-là. Et donc du coup, comme je me sentais plus bien dans ma peau, forcément ça a impacté ma confiance en moi au travail. Enfin, j'étais plus bien sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan sociable, même sur le plan administratif, j'avais plein de retard. Chez moi, c'était le bordel, alors que de base, je suis quelqu'un de plutôt ordonné. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'avais construit pendant 2 ans depuis mon arrivée en Belgique, tout le château de cartes s'est effondré. Et c'est là que je me suis rendu compte que qu'il était temps de partir. Mais au final, je me suis fait licencier avant de partir de moi-même. Et effectivement, en fait, ma confiance en moi a aussi été moins bonne dans le sens que ma manager clairement fait de ce qu'on a discuté du harcèlement. Elle avait entre 1 à 10 mails par jour pour me reprendre sur des mails que j'écris parce qu'on avait une boîte mail partagée. Et du coup, elle trouvait des mails que j'avais peut-être envoyés à 3 semaines, 1 mois ou 1 mois et demi en me disant là il y a une faute d'orthographe, là il aurait fallu répondre autre chose, là tu aurais dû rajouter ça, oui mais cocotte, si tu m'avais dit ça peut-être plus tôt et qu'on avait fait un management de proximité comme c'était prévu, peut-être qu'effectivement on aurait peut-être une meilleure communication et effectivement j'aurais fait moins d'oubli ou du moins j'aurais appris pas à pas. Et en fait après elle a commencé à faire des actions pour je perds toute confiance en moi et pour me pousser à moi à licencier avant qu'elle me licencie en me demandant notamment, elle voulait m'imposer des quiz de connaissances le lundi. Ah ouais, j'avais oublié ça. Elle m'écoutait sans mon accord, ce qui est légal, mes conversations téléphoniques avec les clients. Elle prenait un autre téléphone et elle écoutait à la fin l'appareil. Elle avait fait par exemple un restaurant d'équipe, elle m'avait pas invité.
enfin que des choses pour que je me sente pas confiant, quoi. Pas en confiance, pas intégrée. Et puis c'est quelqu'un que tout le monde se méfiait, que même quand on travaillait pas avec elle, on savait que il y avait une forte high standards, beaucoup d'exigences. Et en fait tout le monde ressentait ce poids, enfin tout le monde ressentait cette tension finalement, alors que dans un service client on est censé être un peu les kings de la communication et non. Non seulement il y a eu cet aspect négatif qui t'a fait perdre la confiance en toi dans le travail, parce que du coup elle faisait, de ce que je comprends, du micromanagement, où elle était tout le temps derrière ton dos, où elle espionnait ce que tu disais au téléphone, etc. Ce qui, de ce que je comprends, t'a fait ressentir très en manque de confiance en toi. Et en plus, après, une fois que tu t'es fait licencier, t'as aussi ressenti ce manque de confiance en toi, du fait que tu n'avais plus d'hygiène, etc. Voilà, c'est ça. Effectivement, puis j'avais aussi trouvé le document C1 qu'on appelle en Belgique quand tu te fais licencier, ou le C4. Ouais, le C4, je crois. Le C4, c'est autre chose. C'est le C4, effectivement, il y avait écrit manque de compétences, alors que je savais très bien que je faisais du bon travail. Comment perdre confiance encore plus, tu sais, manque de compétences. Je voulais pas voir la raison qu'elle avait marquée sur le papier. Malheureusement, un jour, je suis tombée dessus par hasard. C'est horrible. Et tellement que elle avait pas vraiment d'estime à mon égard, même si en apparence on pourrait penser. Par exemple, elle candidatait pour me remplacer à mon poste pendant que j'étais encore en poste, et sans rien te dire en avant. Et j'étais, en fait, comme on avait une boîte mail partagée, du coup je m'étais rendu compte et je lui avais dit que j'avais très bien cramé son petit jeu. Le jour où elle m'a licencié. C'est fou quand même, c'est un truc de malade. Donc après, on m'a refusé plein de droits, on m'a refusé du télétravail pendant 2 mois alors que c'était dans mon contrat. J'avais pas le droit, enfin il y avait beaucoup de choses que je devais avoir, que je n'ai jamais eu le droit. Il n'y avait pas de culture d'entreprise, il n'y avait pas de bien-être des collaborateurs. Aucune perspective d'évolution, ça aussi il faut bien le savoir, sachant que en fait le poste au-dessus du mien c'était le sien, et sachant que ça fait 9 ans qu'elle est là-dedans. Donc pas de possibilité d'évolution quelconque, quoi. Voilà, et en fait ce qui est encore plus alarmant, c'est que cette dame a fait 6 mois auparavant, avant que j'arrive dans l'entreprise, 6 mois auparavant, elle avait fait un burn-out. Et au final, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, à savoir qu'elle a essayé de faire la même chose. Elle avait beaucoup de pression des CEO qui étaient au-dessus. Et au final, ça se répare. Le stress et la pression, elle le faisait ressentir sur moi. Et donc, du coup, je trouve que quelqu'un qui est censé finalement comprendre ce genre de situation, le stress, la pression, qui finalement n'a aucune empathie envers des personnes à qui elle fait subir presque le même sort. Et finalement, ça a plus fait grandir une certaine colère au fond d'elle. J'ai l'impression. Alors déjà, à chaque fois que tu me la racontes, moi j'avais oublié certains éléments, donc ça me... Waouh, c'est un truc de fou. Pour revenir au sujet de la confiance en soi, donc j'ai plusieurs questions qui me viennent par rapport à cette expérience-là. Mais d'abord, j'aimerais, si tu le veux bien, que tu me définisses qu'est-ce que la confiance en soi pour toi. Alors pour moi, la confiance en soi, c'est connaître et savoir sa propre valeur. Ah, ouais. De connaître son potentiel. Ok. Connaître pour moi aussi ses atouts et les points un petit peu à améliorer, la partie un petit peu défaut. Et aujourd'hui, t'en es où par rapport à cette confiance en soi? Est-ce que tu estimes que tu connais ta valeur aujourd'hui malgré toutes ces expériences? Non, toujours pas. Toujours pas? Non, après, des fois on dit qu'il faut une suite d'échecs pour arriver à la réussite. J'aime me dire ça pour me rassurer. Mais non, aujourd'hui c'est toujours pas le cas, et je pense que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle expérience qui soit pleinement positive et que tout se passe bien, et pour me redonner confiance. Et c'est vrai qu'en fait j'ai eu beaucoup d'embûches dans mon parcours professionnel, si on peut dire ça comme ça. Ce qui me stresse, c'est que c'est de plus en plus difficile à justifier en entretien. Sauf qu'effectivement, quand, par exemple, voir un licenciement dans un parcours professionnel, c'est très difficile de mettre ça, de raconter ça en entretien, puisque ça peut créer une certaine peur chez la personne qui souhaite éventuellement te recruter. C'est dur à mettre en valeur. C'est un contrôle de référence. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bon, après, j'ai ma petite opinion sur les contrôles de référence. C'est un red flag. Voilà, moi, je suis pas on sait que c'est un red flag, mais bon, parfois ça peut arriver. Du coup, quand t'as eu un parcours professionnel parfois un peu compliqué, moins naturel, du coup, T'aurais besoin de quoi aujourd'hui pour avoir pleinement confiance en toi? D'avoir des retours positifs sur mon travail, d'avoir vraiment ce sentiment aussi de reconnaissance. Tu associes la confiance en toi à la reconnaissance que tu pourrais avoir? Oui, qu'on
qu'on se rend compte du travail que je fais, de ce que j'apporte dans une équipe. En fait, c'est vraiment d'avoir des retours positifs d'atteindre des objectifs. Ça me permettrait d'avoir plus confiance et de me dire que oui, effectivement, j'ai bien ma place et que clairement, je suis clairement en capacité d'exercer ce poste. Et après, franchement, d'avoir aussi une très bonne relation managériale avec mon chef, ou ma chef. Je pense que d'avoir une bonne communication avec son manager et d'avoir des feedbacks constructifs, je pense que c'est vraiment ça qui ferait que j'aurais peut-être plus de confiance. Et après, d'avoir vraiment une culture d'entreprise, dans le sens d'avoir des activités, après pas trop, parce qu'on vit pour travailler, on travaille pas pour vivre. Mais on travaille pour vivre. Non, je sais plus. Ouais, bref. On travaille pour vivre. Non, on vit pour travailler, je sais plus. Non, on travaille pour vivre, je crois. On vit pas pour travailler. Voilà. Complètement contradictoire. Et donc, si par exemple, dans ton expérience passée où c'était assez douloureux, si tu avais eu la chance d'avoir de la reconnaissance, des feedbacks constructifs, une bonne relation managériale, une bonne formation, ça, c'est des choses qui auraient pu faire en sorte que tu prennes confiance en toi. Oui, c'est ça, c'est simplement dans un cadre positif, qui est pas de mensonge dès l'embauche, parce que forcément, et après d'avoir aussi, je pense, un bon équilibre vie perso-pro. Ouais. Par exemple, de faire beaucoup de sport, ou du yoga ou autre chose, des choses liées à la détente, des activités pour que quand tu sors du travail, tu sors de ton entreprise, c'est comme une autre vie, une nouvelle étape de ta journée, parce qu'il faut vraiment que ça soit 50-50. Il faut vraiment d'avoir vraiment une vie à côté du travail, parce que si t'as pas de vie à côté du travail, ça commence à prendre trop les choses à cœur, et après t'as plus de responsabilités. Tu as plus de stress. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie et prendre du temps pour soi, comme on disait au début. De ouf. De toute façon, moi j'ai toujours dit, c'est soit tu trouves un travail qui t'épanouit à 100% et dans lequel tu coches, on va dire, 80% des cases de ta vie et ça se passe super bien et tout ça. Soit tu trouves un taf qui te permet de pérenniser les 2-3 valeurs importantes pour toi dans ta vie, mais à côté de ça, effectivement, t'as un équilibre, t'as une vie à côté de ton travail qui te permet d'être épanoui, quoi. Donc, ouais. Comment est-ce que tu sais si tu as vraiment confiance en toi dans la vie? Alors moi je sais que j'ai pas confiance en moi, du coup tu veux dire comment je sais que j'ai pas confiance? Est-ce que t'as déjà eu une expérience où t'as eu confiance en toi? Oui, ma première expérience pro. Ok, comment tu t'es ressentie? Alors faut savoir que c'était une dame, c'était une maman aussi, qui a vraiment ce côté très maternel. Ok. Alors dans le bon sens, dans le sens que elle était empathique, bienveillante, protectrice, vraiment aussi. Okay. T'étais son stagiaire, t'étais vraiment sous sa coupe. On courait 3 fois par semaine le midi ensemble. Okay. Donc on faisait du sport ensemble. Ça arrivait de temps en temps d'aller au restaurant, donc on avait vraiment on avait passé du temps à apprendre à se connaître, et on avait pour le coup des feedbacks tous les jours, et on avait une très très bonne communication. On n'avait pas peur de se dire les choses, et donc en fait ça s'est très bien passé. Donc normalement ça aurait pu, le domaine professionnel, mon domaine professionnel, existe quoi. Ça aurait pu très bien se passer vu que ça avait bien commencé, mais donc je sais que... Tu sais ce que t'as déjà eu confiance en toi. Oui, j'ai déjà eu, ouais. Concrètement, comment ça se manifestait chez toi? Je me sentais bien, je ressentais pas de stress associé à l'idée de travailler. Ouais. Puis vraiment j'étais épanouie. En fait, ce qu'il faut aussi important de dire, c'est que moi, quand je ne suis pas bien dans mon travail, c'est comme je suis quelqu'un d'assez anti, j'ai l'impression que tout va mal autour de moi. Alors, comme des dominos qui tombent l'un sur l'autre. Ouais. Pour moi, c'est pareil. Et donc, forcément, si ça se passait bien, que j'étais heureux, j'étais content de moi, forcément, du coup, à côté, tout se passait bien. J'étais tout le temps dehors, je faisais beaucoup de sport, je voyais mes amis, je voyais aussi très souvent ma famille. Enfin, vraiment, tout était hyper bien équilibré. Et c'est pour ça que là, j'ai l'impression que du coup, du fait que je sois au chômage en ce moment, j'ai l'impression de tout remettre un peu en ordre dans ma vie. Et il y a beaucoup de choses que j'ai laissé de côté, que maintenant, en tout cas là, je suis prêt pour travailler. Vraiment, je suis mentalement, physiquement, je me sens bien. Je dis pas que c'est gagné, pas du tout. J'y travaille tous les jours, mais je sais que moi, les conseils que j'ai, c'est que chez moi, ça soit propre, que d'avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, prendre l'air, et en général après tout va bien, mais c'est sûr qu'il faut pas
trop se concentrer sur le travail, même si c'est une source de stress assez importante. De ce que j'entends, dans ce que tu me dis, il y a plusieurs choses qui reviennent. Bon, déjà, tu as l'aspect un peu plus bien-être, hygiène de vie, qui a l'air d'être quand même assez important pour toi, pour avoir un bon équilibre dans ta vie de manière générale. Mais il y a aussi un aspect qui me frappe, c'est que tu parles beaucoup de la reconnaissance et tu parles beaucoup, tu vois, de la relation managériale, etc. En quoi le regard des autres est important pour toi? En fait, c'est surtout l'idée de se sentir utile. Enfin, moi, j'adore me rendre... c'est pour ça que je travaille en relation clientèle, j'adore discuter, j'aime me rendre utile, j'aime trop conseiller, accompagner, faire un suivi client. En fait, j'aime de me dire que j'ai une valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Enfin, pas que je suis irremplaçable, mais de me dire que il y a un avant et un après depuis le jour où je suis entré dans cette entreprise, de me dire que juste simplement d'avoir apporté quelque chose Ouais, donc t'as l'impression que si tu te rends utile, t'auras plus confiance en toi. De me sentir utile, de me sentir considéré et surtout d'être dans une entreprise qui partage les mêmes valeurs que moi. Pour moi, c'est hyper important. Je suis tellement entré parfois dans des entreprises qui se veut protecteur du consommateur, proche de ses clients, alors que c'est tout l'inverse. C'est des sharks, alors que moi je suis un chat, enfin tu vois, c'est pas la même approche quoi. C'est clair. Shark, chat. Est-ce que tu penses que ton vécu, ton enfance et tes épreuves passées, personnelles, ont eu un impact aussi sur ta confiance en toi? Tout à fait. Ah ouais? Ça a commencé depuis tout petit, dans le sens que du coup, moi, tu le sais, mais je suis triplé, donc j'ai un jumeau et une jumelle, et en fait depuis tout petit, depuis la petite crèche, petite section, tout ça, on a toujours été dans la même classe, les mêmes profs, les mêmes devoirs, plus ou moins les mêmes amis. Enfin, donc c'est vrai que on a toujours été mis en compétition. Ouais. En plus moi je suis le petit dernier, donc j'ai toujours eu ce sentiment de toujours devoir rattraper un retard qui je ne sais pas, mais toujours l'impression d'être toujours à la traîne. Et aussi j'ai une grande sœur qui est née 4 minutes avant moi, mais en gros qui a ce sentiment très protecteur et assez leaduse quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de me faire vraiment presque très souvent materner. Du moins quand j'avais pas à faire quelque chose, j'étais aidé par mon frère et ma sœur. Donc je pense que j'ai souvent eu au début, quand j'étais petit, eu l'habitude de me reposer sur les uns et les autres, ou du moins ou sinon j'avais aussi une mère très mère poule, donc je pense qu'on m'a beaucoup mâché le travail. C'est vrai qu'à l'école, même les professeurs ou les camarades nous ont toujours mis en compétition. J'ai toujours entendu dire que j'étais le moins intelligent, que j'étais mais pour des choses qui sont complètement débiles, par exemple ta moyenne de notes est moins importante que celui de ton frère et ta sœur. En plus, c'est une question de compétition. Voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours dû faire preuve toujours faire plus pour me rapprocher du niveau de mon frère et de ma sœur, mais sauf qu'on arrive, comme tu le sais très bien, on n'avance pas tous au même rythme. C'est clair. Et en fait, c'est un peu commencé par là. Donc, ce côté un peu compétitif et la notion du travail comme étant quelque chose de pénible par mon père, de son vivant en tout cas, qui m'avait fait part. Papa, je ne vois même pas comment ça aurait pu très bien se passer avec tout ça. C'est vrai que du coup là, déjà la vision du travail négative, c'est chiant parce que tu te trimbales ça après sur des années de vie. Et en plus, effectivement, il y a cette idée de compétition avec tes frères et sœurs. C'est quand même. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec ce que tu me dis là, que tu te sens encore en compétition dans une entreprise ou dans le travail avec tes collègues, par exemple, ou ce genre de choses, ou pas forcément? Non, je dirais pas. J'ai pas ce côté-là compétitif avec mes collègues. Je suis plutôt. J'aime bien travailler en équipe. Je suis pas. Est-ce que tu te compares à eux parfois? Alors, j'essaie pas de me mettre à leur niveau, mais oui, quand je vois qu'ils maîtrisent plus rapidement un logiciel ou simplement qu'ils sont plus doués que moi, alors que oui, certainement ça fait plusieurs mois qu'ils étaient là déjà avant moi, ce qui est finalement totalement normal. Mais moi, je me suis toujours comparé aux autres, à savoir pourquoi moi j'ai pas compris ça alors que lui il a compris, comment ça se fait que lui il a atteint 100% de ses objectifs alors que moi je suis à 90. Donc vraiment ça dépend. Et après je dirais que ça a plus créé chez moi plutôt un côté plus envieux. Envieux du parcours professionnel, du poste que telle personne a atteint, notamment LinkedIn qui est...
Bah là-dessus, pour se comparer aux autres, il y a pas mieux quand même. C'est le nid de la comparaison. C'est clair. Et en fait, comme je suis pas, j'ai un peu, enfin c'est horrible à dire, mais c'est comme j'ai un peu honte de ce parcours professionnel qui est chaotique, que du coup, bah ouais, je suis assez admiratif, enfin envieux / admiratif. Des fois, je suis envieux, mais je suis aussi très admiratif, même par exemple toi sur tes podcasts ou sur ce changement de vie que t'as fait depuis presque 2 ans, non un an et demi, ouais. C'est ça. Non, moi je suis plutôt, comme tu vois, je suis plutôt supporter. Ouais, carrément. Mais quand je connais pas, oui, j'ai tendance un peu à me rabaisser. Comparer, te rabaisser. Ouais. C'est fou. Est-ce que y a des personnes justement aujourd'hui auxquelles tu aimerais t'identifier, que tu admires encore et auxquelles tu te compares régulièrement? Maintenant, ça va un peu mieux parce que maintenant, quand tu quittes les études supérieures, t'as pas ce truc de t'as trouvé un stage et pas moi, t'as trouvé une alternance et pas moi, ou t'es en rattrapage et pas moi, enfin t'as réussi et pas moi, mais donc non, je pense que quand tu sors des études c'est moins fréquent, et du coup ça va être plus par les réseaux sociaux qu'on va avoir voilà, des réussites, comme aussi des échecs, mais bon, les échecs, souvent, les personnes n'en parlent pas. Donc, c'est ça qui est, on met toujours en valeur quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, par contre, on cache ça sous le tapis. Et donc, c'est pour ça que. Les échecs font partie de la réussite. Oui, enfin, en fait, c'est propre à tout le monde. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être seul à vivre ça, alors qu'en fait, c'est juste que les gens n'en parlent pas. Donc, c'est pour ça aussi que, du coup, ce podcast, ça sert à ça. Effet d'optique. On adore. Et si tu avais pleinement confiance en toi, dans un travail, comment tu te comporterais? Alors c'est très étrange parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de hyper négatif, pas du tout solaire, pas du tout sociable, froid, distant, etc. Ah bah quand même. Quand je suis pas bien, etc. Alors que même en vrai dans les entreprises où je pensais que les personnes avaient un mauvais ressenti sur moi, sur mon attitude, sur mon comportement, alors qu'au final on m'a toujours dit que j'étais quand même assez solaire, souriant, que je disais bonjour à tout le monde, que j'étais toujours très bien intégré. Donc la perception des fois que t'as sur toi n'est pas forcément celle que les autres ont. Ou des fois, vice versa, des fois tu penses avoir un bon comportement, être bien accepté que toi, alors qu'en vrai pas du tout. Donc ça dépend, en vrai, mais il faut pas trop se poser la question de ce que les gens pensent de toi. Non. Même si ce processus, on le fait naturellement de... Oui, c'est naturel, c'est humain. Mais c'est sûr qu'on se compare souvent soit aux autres, soit à un nous idéal. On se compare des fois à un nous d'avant, en fait, on passe notre vie à se comparer. Alors qu'en réalité, comme tu dis, déjà, une personne n'a pas forcément les mêmes expériences de vie, n'a pas forcément le même parcours, et c'est la vie, en fait. Tu vois, il y a des gens qui mettront plus de temps à faire telle chose, à avoir tel parcours professionnel. T'en as, ça ira un peu plus vite, puis après, enfin, tu vois, on est tellement pas au même stade tous de nos vies, qu'en fait, déjà, à partir de là, ça sert à rien de se comparer. Et puis, on n'a pas non plus tous les mêmes ressources, tu vois. Toi, tu parles de ta facilité, par exemple, à être sociable. Ça, c'est quelque chose que des gens peuvent envier chez toi, tu vois. Toi, tu n'avais peut-être même pas conscience de ça, alors qu'il y a des gens qui vont se dire, moi, j'aimerais bien avoir cette facilité, tu vois. Justement, pour rebondir, souvent, dans l'entretien, même le dernier entretien que j'ai fait, on me dit toujours que ma personnalité, que mon image, enfin, en tout cas, correspond souvent aux entreprises pour lesquelles je postule. Ça, tout m'a toujours dit qu'on m'imaginait bien intégrer cette équipe etc. Mais par contre, comme du coup j'ai pas confiance en moi, du coup je pense que des fois je mets aussi mal en valeur mes compétences professionnelles plutôt que humaines, et que du coup ça peut aussi du coup pêcher lors de mes candidatures. C'est quoi la différence finalement de compétences que tu as entre tes compétences humaines et tes compétences professionnelles? Pourquoi tu fais une si grande différence entre les deux? Parce que mes capacités, que ce soit écrite, orale, enfin tout ce qui est professionnel, j'ai du mal à mettre en application mon potentiel dans les tâches professionnelles. Alors que dans l'humain, dans ce qui est finalement dans du bon sens et dans vraiment le côté un peu naturel, du coup ça vient naturellement et je le fais. Mais c'est vrai que du coup je sais, en fait c'est des compétences, genre mes compétences humaines, je sais que je les ai conscientisées, tu vois, alors que mes compétences professionnelles je les ai pas conscientisées. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ces compétences personnelles que tu as conscientisées dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Tu peux... Ouais, qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ces compétences personnelles que tu as conscientisées, donc c'est-à-dire si, je les utilise parce qu'on sait très bien que la petite technique, c'est que quand on pêche sur certaines
compétences, on met en valeur d'autres pour camoufler. Mais bon, je veux dire, tu peux être la personne la plus gentille, la plus sociable, la plus positive ou quoi que ce soit, si tu sais pas utiliser Excel ou tu sais pas utiliser tel logiciel, etc. Tu peux être très souce, mais tu pourras jamais Enfin, tu pourras pas réussir à faire si t'as pas la formation, si t'as pas l'expérience. Donc, ce que j'entends de ce que tu me dis, ce n'est finalement ta perception de ta confiance en toi au travail n'est finalement qu'une question de compétences. C'est pas que des compétences, il y a le côté humain, mais il y a aussi ce que tu sais faire. Oui, donc des compétences. Oui. Enfin, quand on dit compétences, du coup, on sait pas si on dit humaines ou professionnelles. Oui, des compétences professionnelles. Je veux dire, des compétences, des outils professionnels. Oui, pour moi, il faut quand même que tu aies des outils à portée de main, que tu saches maîtriser pour, Excel notamment. Ok. Donc, qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour une vie professionnelle épanouie? Il faudrait que je fasse plus de formation, mais... Voilà. Merci. Il te manque rien à part des formations. Ah oui, mais je parle de formations en amont de travail, pas des formations au travail. Les deux, ça peut être les deux, non? Non, parce que quand tu fais une formation au travail, on va te former sur le poste que tu vas avoir. Ouais. Alors que si tu fais une formation en avant, c'est sur des compétences plus larges, pas propres à un travail que tu vas faire. Mais si demain tu arrives dans un nouveau travail par exemple et que je veux dire tu peux mettre en avant tes compétences personnelles que tu as déjà conscientisées, donc le fait d'être sociable, etc., le fait de bien communiquer, tout ça, au final qu'est-ce qui te manquerait justement pour finalement avoir cette confiance en toi? Mais je peux pas avoir une confiance en moi sur des choses que je maîtrise pas, enfin je veux dire... Oui, donc voilà, donc il te manque quoi? Des compétences à maîtriser. Oui. Voilà. Mais bon, je vais pas refaire des études, enfin... Mais non, mais si ces compétences-là, on te les apprend pendant le poste. Ah bah oui. Oui, voilà. Mais bon, tu sais, souvent ils disent, ils se cassent pas la tête, ils disent, je veux quelqu'un qui a entre 3 et 5 ans d'expérience, qui ont déjà été formés. Pas tout le temps, souvent. Oui, alors du coup, alors oui, effectivement, ça peut arriver de temps en temps. Certes, dans les startups, oui, super. C'est là où il y a un plus fort taux de licenciement et d'insécurité de l'emploi. Non, je te jure, il y a plein d'entreprises qui forment. C'est dur à trouver, mais des entreprises qui forment bien, qui intègrent bien, qui font en sorte que tu sois tout le temps en adéquation avec les nouvelles ressources, les nouveaux outils à utiliser, etc. Voilà, ça existe, mais il faut juste les trouver. Donc, les entreprises qui ont ça et qui ont un putain de travail pour Rémi. Non, mais oui. Mon LinkedIn en bas. Vraiment, je mets sur LinkedIn en barre de description parce qu'en fait, il te manque juste ça finalement. Non, mais c'est sûr que si on propose les formations adaptées, oui, justement, je serais encore plus rassuré de me dire que l'encadrement est supervisé. Mais j'ai l'impression qu'il faut déjà avoir été formé et que quand t'arrives, c'est pas, ils vont vouloir te présenter l'entreprise, etc. Mais j'ai l'impression que tu sois déjà carré, quoi. Enfin, faut que tu sois déjà formé, quoi. Enfin, que certes, ils vont t'apprendre des nouvelles choses pour que ce soit un peu plus adapté à l'entreprise, mais je veux dire... Non, mais tu sais que la plupart des gens qui arrivent en entreprise, en fait, tout ce que tu as appris, la plupart du temps, ne te sert à rien. Parce que quand tu arrives dans une entreprise, tu dois tout apprendre. Tu dois apprendre le process de l'entreprise en lui-même, qui peut être différent d'une entreprise à l'autre. Tu dois apprendre les outils que eux ils utilisent, tu dois apprendre la manière d'utiliser ces outils et tu dois apprendre les compétences requises pour le poste en question. Donc en fait, la plupart du temps, c'est très rare de recruter quelqu'un qui a déjà toutes les compétences. Enfin, c'est quasiment impossible, hein. Ça arrive très rarement. À part si tu engages des gens pour ce qu'ils savent faire déjà, c'est-à-dire les médecins, parce qu'ils ont fait 10 ans d'études pour ça et que... Non, bien sûr, mais je veux dire qu'il y a des fois, il faut maîtriser certains, comme je disais, certains logiciels, certains outils de bureautique, peu importe, mais des fois, il faut quand même avoir... il faut pas non plus partir de zéro et... Ah non, pas partir de zéro, mais... Voilà, ça peut être des choses... ça peut être rien à apprendre, quoi. C'est des formations sur le tas et des fois, c'est... Non, mais oui. Après, si c'est... s'ils veulent que tu saches maîtriser, je sais pas moi, tout ce qui est graphisme, Photoshop, Illustrator, etc. Après, ils te demandent de maîtriser plein de choses et qu'au final, tu sais rien. Certes, ils vont peut-être te former à l'entrée, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps et ils vont pas prendre ce choix-là. T'as un juste milieu entre les deux, oui, ça c'est clair. Bon, pour partir un peu plus sur un sujet sociétal de la confiance en soi, penses-tu que la confiance en soi vient de l'éducation ou ça vient des expériences, des choses qu'on a rencontrées dans notre vie? Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu l'as dit, je pense que la confiance en soi, c'est dans un premier temps l'éducation et dans un second temps les expériences de vie. Effectivement, si on est dans une famille où la communication est plus favorisée, d'office, on aurait effectivement plus confiance en nous.
Et après, les expériences font que soit tu as plus confiance en toi, soit tu vas être plus méfiant et tu vas difficilement accorder ta confiance à autrui. Mais effectivement, je pense que l'éducation, c'est vraiment 50% et 50% c'est les expériences. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est né Est-ce qu'on est avec une confiance en nous déjà? Est-ce que tu penses que c'est inné ou est-ce que tu penses que justement ça s'acquiert? Non, je pense pas que ce soit inné. Je pense que la confiance, elle se construit en même temps que toi tu grandis. Ouais, c'est intéressant, vrai. Donc il faut faire un parallèle entre confiance et communication. Ok, ouais, je comprends. Comment le comportement des supérieurs hiérarchiques et des figures d'autorité, selon toi, influence la confiance des employés? Alors, je pense qu'effectivement, si ton manager te fait confiance, ça veut dire que déjà il va le montrer parce qu'il va te donner plus de responsabilités. C'est vrai. Et si d'autant plus il fait également preuve de reconnaissance dans ton travail, du coup tu vas également lui faire confiance en retour. Donc je pense que la confiance c'est vraiment réciproque. C'est jamais blanc, c'est jamais tout noir. Je pense que c'est vraiment une confiance mutuelle. Et effectivement, je pense que si ton manager te fait confiance, montre en tout cas que il peut te faire confiance. Je pense que dans ce cas, toi, tu seras plus dans une démarche positive dans ce cas de faire également confiance à ton manager en retour. Ouais. Mais par contre, si la confiance elle est brisée dès le début, ça sera mort pour la suite. Ouais. Alors que si la confiance elle est déjà bien établie depuis le début, même s'il y a quelques couacs sur le long terme, ouais, c'est clair. C'est rectifiable. En fait, je pense qu'il faut faire confiance, il faut montrer qu'on peut nous faire confiance. Ouais. Je pense c'est donnant-donnant. Ouais, et puis pareil, tu parlais de reconnaissance, etc. Effectivement, plus tu auras de la reconnaissance, plus tu auras confiance en toi aussi pour effectuer les tâches, et plus forcément ton ou ta manager aura aussi confiance en toi parce que tu sais faire les tâches. Enfin, ouais. De toute manière, moi, Ça quand on me comme fait si- pas confiance et qu'on met de la pression, parce que quand on met de la pression, c'est qu'il y a une certaine peur, une certaine inquiétude, je suis incapable de faire du bon travail si on me fait pas confiance et ou si on est sur mon dos. Si tu me laisses de l'autonomie et tu me donnes ma liberté d'exprimer mon travail et que tu me laisses le temps nécessaire pour que je fasse un travail qualitatif, C'est clair. bah moi dans ce cas il y a pas de souci et si tu me mets dans de bonnes conditions, je ferai du bon travail, mais si tu me mets dans de mauvaises conditions, il y a pas de souci, je vais faire du mauvais travail. Hein. Et puis au pire quoi, c'est à dire que la meuf elle va te mettre, la manager elle peut te mettre beaucoup de pression. Au final peut-être tu vas le faire bien, mais est-ce que tu auras envie de le refaire ça à chaque fois, de subir cette pression à chaque fois qu'on va te donner des responsabilités? Non, c'est clair. Impossible. Impossible, ouais, complètement d'accord. Oui, j'aime pas trop le micro-management. Ça peut passer pour une fois, mais alors pour la suite, t'as pas envie. Hein. Ouais, c'est ça. T'as ça subi une démotive, fois, en fait. ouais, après t'as plus de ouf. Ça démotive et ça te fait tu perds ton énergie, t'as plus envie, puis après tu perds complètement ton intérêt pour le poste. Enfin, vraiment, tu passes complètement à côté. Ouais. Trouves-tu que la société du travail, de manière générale, favorise la confiance en soi des salariés? Non, pas assez, puisque je pense que dans chaque entreprise devrait y avoir à minima une coach, un coaching en développement, ou bien au moins d'être en contact avec un psychologue notamment. Je pense que c'est bien de faire aussi des team building. Ouais. Enfin, en tout cas, par exemple, favoriser le travail en équipe en notamment. Collectif, ouais, le sens du collectif, c'est bien. Je parle aussi, c'est vrai, beaucoup de faire du sport personnel à la maison pour avoir un bon équilibre, mais je pense que si, c'est pas, par exemple, moi, quand je faisais du sport avec ma manager, entre midi et 2, c'est quelque chose qui m'a beaucoup détendu dans mon travail, qui m'a montré que je pouvais être dans de bonnes conditions physiques et mentales pour travailler. Carrément. Et en même temps que ça soit complètement ok de pas faire que du travail dans toute la journée, quoi. Ouais. Tant que tu réalises tes objectifs et que tu perds pas ton temps sur ce qu'on t'a demandé de faire. Mais je pense qu'effectivement chaque salarié doit avoir accès à des ressources, donc des psychologues pour du développement personnel, d'avoir des solutions. Moi j'ai déjà travaillé dans une entreprise qui proposait des cours de yoga. Je pense que c'était plutôt une bonne chose. Donc je pense qu'il faut aussi mettre à disposition vraiment les ressources nécessaires à chaque collaborateur. Pour qu'il soit vraiment dans un sentiment de confiance et de positivité. Et je pense que ça apporte beaucoup de choses. J'ai jamais vu une entreprise qui se porte bien sur le long terme quand c'était du pressing, quand c'était pas un management de proximité, quand il n'y avait pas des weekly one-to-one. Enfin. Oh waouh, ouais, ça m'a débloqué un souvenir. ouais, non, d'accord. Je suis complètement d'accord. Donc je pense qu'il y a la formation, mais il y a aussi l'environnement. C'est deux choses importantes. Il n'y en a pas une qui prévalue sur l'autre. C'est vraiment,
il faut avoir toutes les ressources en main pour faire du bon travail. Dernière question de la fin, avant la conclusion. Quelle est la différence selon toi entre confiance en soi et estime de soi ? La différence ? Ouais. Alors, par exemple, je trouve que ne pas avoir confiance en soi, c'est ne pas réaliser le potentiel qu'on a ou ne pas avoir exploré son potentiel. Ouais. Alors que l'estime de soi, c'est quand on se sent plus inférieur aux autres, qu'on se sent pas de faire partie de cette société, ou du moins qu'on n'est pas à la hauteur, en tout cas, de faire partie de celle-ci. La confiance en soi, c'est plus par rapport à ses compétences. Oui. Et l'estime de soi, c'est plus sur son être, sur ma position dans le monde et mon rôle dans le monde. C'est exactement ça. C'est vrai ? Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est vrai. Ton rôle dans la société, ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. La confiance en soi se base sur des compétences, comme toi, tu me disais tout à l'heure. Pour avoir confiance en moi, j'aimerais avoir les compétences, qu'on me donne les compétences pour y arriver. Donc ça, c'est juste une question de compétences. Et effectivement, l'estime de soi va se baser plus sur ton être entier. Et là, c'est plus compliqué à travailler parce en fait, c'est comme si tu n'avais pas confiance en toi dans tous les aspects de ta vie. C'est ça. Donc c'est dans tous les contextes, c'est même si on te donne les compétences, etc. Donc c'est ouais, t'as bien fait ça, dis. Rémi, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion aujourd'hui ? Ce que je retiens, c'est surtout de se dire la confiance en soi, par exemple, en tout cas dans le milieu professionnel. Faut souvent se dire que c'est pas que si t'es pas confiant dans ton travail ou dans ton entreprise à laquelle t'appartiens, c'est pas forcément que de ta faute. Il y a des choses sur lesquelles bien sûr personnellement on peut travailler, mais il faut aussi réfléchir si le management est bien, si t'as les ressources nécessaires, est-ce que t'es dans un environnement positif. Donc je pense qu'il faut pas non plus trop se blâmer et pas trop être exigeant avec soi-même et de se dire que des fois c'est pas de notre ressort en fait. Que ça soit moi, une autre personne, dans tout cas, ça aurait été la même chose. Moi, comme mon dernier taf, il y a personne qui restait plus de 8 mois à mon poste. Donc, c'est assez rassurant, finalement, de se dire que c'est pas que le problème des salariés, mais c'est aussi le problème de l'entreprise, en fait. Et je pense aussi, la confiance, c'est là que ça se gagne, je pense. Mais il faut pas avoir peur de quitter un environnement qui est pas positif pour soi, même si c'est, par exemple, le poste souhaité, ou comme toi, t'as déjà quitté un poste à responsabilité, alors que ça se passait bien, mais t'étais pas épanoui, et ça correspondait pas du tout à tes valeurs personnelles, professionnelles. Non, c'est intéressant ce que tu dis, faut savoir parfois dire, ça me correspond. Faut savoir dire non, et prendre le temps de chercher aussi, pour pas se retrouver dans des endroits où tu sais que t'as pas forcément ta place. Et effectivement, il faut aussi conclure en se disant que confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas pareil. On peut douter parfois de ses compétences, mais on peut pas parfois pour autant douter de son utilité, de son existence sur la Terre. Là, par contre, ça commence là, c'est vraiment, c'est tout autant problématique, mais là, c'est plus grave dans le sens que... c'est plus grave et ça se soigne plus en thérapie à la fin. Que ça touche vraiment à l'être profond, à notre être profond. Et ça, c'est des choses qui peuvent malheureusement pas se régler en coaching ou ce genre de choses. C'est vraiment l'estime de soi, c'est plus d'un point de vue thérapeutique. Conclurai en disant que je trouve que moi, c'est vrai que la confiance en soi, je l'ai beaucoup associé par rapport à mes expériences professionnelles qui étaient du coup négatives. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que des fois, il faut, comme je disais au début de la vidéo, qu'il faut des fois une suite d'échecs pour parfois réussir, et comme on dit en anglais, fake it until you make it. Et donc je trouve que c'est assez rassurant de se dire que des fois peut-être que tu vas rater, mais t'inquiète que la vie elle est belle et au final tu réussiras, tu t'épanouiras. En fait, tant que tu te donnes les moyens aussi, c'est clair. Tu trouveras bien un endroit ou du moins un poste ou une entreprise qui a les mêmes valeurs que toi. Simplement. Clair. Et puis la notion d'échec est très relative. Oui. Pour ceux qui veulent aller voir mon podcast sur l'échec. C'est subjectif. Merci Rémi pour ton partage et ta transparence. Merci à toi. Plaisir. Vous aussi, à la maison ou en transport, vous pouvez partager en commentaire votre propre vision de la confiance en soi. Si toi aussi t'as du mal à avoir confiance en toi, notamment dans le travail, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Et si tu souhaites un coaching personnalisé pour travailler ça justement, n'hésite pas à me contacter. Toutes mes informations sont en description du podcast. Moi, je te dis à mardi prochain pour un prochain épisode d'Effet d'Optique et à bientôt. Merci.